Alors nous allons faire un tout petit peu de théorie, et encore d'une manière assez vulgarisée, pour essayer de faire comprendre les phénomènes de rendu. Ici, j'ai fait une simulation sous Blender, bien sûr, et je représente, en gros, cette partie-là représente l'univers que je suis en train de créer, de modeler dans Blender, et ça, c'est la caméra de prise de vue. Hein. Alors, comment se passe le phénomène de rendu d'une manière très simplifiée? Ça s'appelle, ici on peut voir le nom du fichier, ça s'appelle Path Tracing. C'est, on pourrait dire, chemin traçant. Voilà. Alors ça se passe un petit peu différemment de la vraie vie, si j'ose dire, parce que d'habitude on a une source extérieure qui est un soleil ou ainsi de suite qui éclaire un objet, et nous on reçoit, hein, ça pourrait être notre œil, on reçoit la lumière qui est renvoyée par cet objet. Et là, le principe de la 3D est un petit peu différent, ceci symbolisant la caméra de Blender. Ça, c'est on pourrait dire, c'est l'écran sur lequel sera rendue l'image, parce que c'est sur cette zone-là, en gros, que la machine calcule. Eh bien, là, il va y avoir à l'intérieur de la caméra un émetteur de rayons de lumière qui va partir, donc, ici, qui va traverser l'écran sur chaque pixel, et qui va aller frapper les éléments de la scène. Alors, suivant les cas, suivant les rebonds, des éléments vont aller rencontrer quelque chose qui est allumé, une lampe ou ainsi de suite, et donc là ce sera éclairé. Par contre, si les rayons de lumière partent dans l'infini, eh bien ce sera du noir. Alors pour ça, on va voir un petit peu l'animation qui illustre un petit peu ce qui se passe. Vous allez voir, c'est très simple. Hein, ça va partir ici, il va y avoir, bon, je symbolise ça par des particules qui sont émises ici, qui traversent donc chaque pixel de l'écran et qui rebondissent. Et suivant leur rebond, eh bien, la machine de rendu, si j'ose dire, va rendre des intensités de couleurs, de textures différentes. Voilà, en gros, l'idée du path tracing. Je dis bien, c'est une idée assez vulgarisée, mais qui permet de comprendre. Alors, dans cette partie, à la différence de précédemment où on affectait une couleur à l'objet, indépendamment de sa géométrie, là on va essayer de voir comment on peut répartir sur un objet pardon, de la couleur. Ben, pour ça, on va d'abord choisir un objet qui soit un petit peu plus simple, même si un cube c'est relativement simple, on va encore simplifier en choisissant un plan. Alors pour ça, ben, on sélectionne le cube, on fait X delete, on fait Shift S, curseur à l'origine du monde, Shift A, on met un plane, voilà, on se met ici en vue top. Alors bon, je vous rappelle, ça c'est nouveau dans 2.8, c'est l'équivalent du Jusmo, mais qui permet aussi d'avoir les vues. Si je veux la vue de dessus, bah, il faut que je me mette perpendiculairement à Z. Donc je clique simplement sur les petits cercles qui correspondent à ces. Alors la vue de gauche, vue de droite, et ainsi de suite. Hein, moi je vais me mettre en vue de dessus, je vais grossir un petit peu, voilà. Puis je vais garder ma vue 3D ici. Par contre, là, je vais me remettre en vue render. Hein, voilà. De telle manière, je vérifie que je suis bien sur Cycles, hein, de l'autre côté. Cycles, Open Shading Langage est actif. Et ici, mais comment ça? Alors, quel va être mon objectif? Alors, mon objectif, c'est d'arriver sur cet objet un carré pour l'instant, de répartir, ici vous voyez, ici vous avez l'axe des Y, l'axe des X, donc ici c'est l'origine du monde. Je voudrais, tiens, par exemple, que pour les X positifs, j'ai une couleur, et pour les X négatifs, j'ai une autre couleur. Hein, bon, c'est pas très intéressant, mais ça me permettra de m'habituer déjà à manipuler les coordonnées.
Alors pour ça, je vous rappelle, tout à l'heure, je vous ai fait une petite intro animée sur le path tracing. Eh bien, ici, j'ai fait un schéma qui représente un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire la caméra qui envoie un rayon lumineux sur un objet, et ce rayon lumineux est renvoyé dans différentes directions. Bon, alors là, les valeurs rouges, bleues, ce sont les normales. On verra que ça tient compte justement de la physique, c'est-à-dire que l'angle d'incidence et l'angle de réflexion sont les mêmes, sauf si je truque les normales. Hein. On verra que ça, c'est un petit truc amusant à faire par la suite, et c'est même une des origines du travail des shaders. Alors, donc revenons donc à notre rayon incident qui heurte, si j'ose dire, enfin qui impacte l'objet qui nous intéresse en un point P. Et c'est ce point P qui va nous intéresser parce que chaque rayon va impacter tous les points de mon objet. Et donc, selon le renvoi, on va avoir un shading, un calcul de shader qui va être différent ou au contraire le même. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est on va justement jouer sur ce point pour, selon sa position sur l'objet, on va renvoyer une couleur différente. Donc, on va utiliser ça et on va donc travailler sur un nouveau petit programme de Blender. Alors pour ça, donc je vous rappelle, texte éditeur, je fais New, hein, puisque je suis dans un nouveau. Je vais tout de suite prendre la précaution, hein, parce que des fois j'ai cherché assez longtemps ça. Vous voyez, si je commence mon shader comme ça, je dis par exemple shader, je sais pas, je vais l'appeler GeoColor, hein, pour changer un peu. Et puis bon, vous voyez que même si mes boutons ici sont enchâssés, c'est-à-dire que j'ai les numéros des lignes, ça marche, mais ma syntaxe n'est pas colorée. Comment ça se fait? Eh bien tout simplement parce que ici, je n'ai pas dit que j'étais en train de taper un texte OSL. Donc forcément, mon Blender dit, moi je sais pas ce que vous tapez, je le mets tout en blanc parce que j'ai pas de syntaxe dans un texte en général. Par contre, si je mets, par exemple, je l'appelle GeoCouleur, je vais même l'appeler GeoXCouleur parce que ça va être selon l'axe des X. GeoXCouleur, point, bien sûr, OSL. À ce moment-là, vous allez voir que dès que j'émets, par exemple, là, je vais mettre GeoXColor. S'il veut bien, si je mets ma souris à l'intérieur du panneau, ça marche mieux. Voilà, hop, automatiquement, vous voyez, ça se met en couleur. Hein. Ça, c'est un truc que j'ai cherché assez longtemps. Je comprenais pas pourquoi ma syntaxe n'était pas active. Il suffit de dire à Blender, oui, je suis en train de taper du langage OSL. Alors, parenthèse ouverte. Parenthèse fermée, hein, mon en-tête, je vous rappelle. Il me faut, bien sûr, deux couleurs. Color, je vais l'appeler rouge. Bon, une fois, je vais être homogène, égal, color, je vais l'appeler 1,0, voilà, virgule, hein, n'oubliez pas. Et puis, je vais dire la deuxième couleur, je vais l'appeler, je vais lui donner le nom, je vais l'appeler green, G, égal. Alors, faites attention quand même, hein, je voudrais vous rappeler quand même, c'est qu'il y a ici, vous voyez des lettres P, I, N, L, G, U et V, qui sont ce qu'on appelle des lettres réservées pour les fameux points d'ombrage et ainsi de suite. Hein. Ne les employez pas quand vous voulez créer votre propre variable à vous, parce que Blender va pas comprendre. Hein. Il veut pas qu'on renomme les variables globales. D'accord? Donc, il faut faire très attention à ça. C'est pour ça ici que je choisis un petit peu des fois, j'ai tendance plutôt à mettre plusieurs lettres, mais ici,
bon, pour aller un petit peu plus vite, mais une seule lettre. Alors, green, donc vert, c'est-à-dire 0,1,0, parenthèse. Il va me falloir, je voudrais que effectivement la zone où je change de couleur varie selon un certain coefficient que je peux rentrer à la main, un paramètre. Donc, je vais faire float float f égale 1.0, ça va être lui qui va diriger, bien sûr, le passage d'une couleur à une autre. Je vais peut-être pas mettre 0, je vais mettre 0,5. Hein, on aura l'impression que c'est la moitié, comme ça, on verra à quoi ça correspond, c'est plus intéressant. Voilà. Et puis, je vais dire output résulte, output color, result, et j'oublie pas, hein, on a vu que c'était une des erreurs classiques, je mets un 0, d'accord, et là je mets pas de virgule. Bon, maintenant, je vais noter mon travail. Alors, je pourrais rentrer directement dans le vif du sujet du corps, mais je me dis que ça serait intéressant, on verra pourquoi tout à l'heure, de rentrer dans l'initialisation le fameux point P. Vous savez, le point P où le shading est calculé, hein, je vous rappelle le petit dessin. Hein, ici, la caméra émet un rayon, paf, il se calcule quelque chose et on renvoie un résultat. Bon. Enfin, on renvoie un résultat et ensuite il calcule quelque chose. Donc ici, je vais rajouter ce fameux point. Alors, je vais prendre une variable à moi, un paramètre à moi, pt par exemple. Hein, toujours le problème de faire attention aux mots réservés, si j'ose dire, aux lettres réservées. Et puis, je vais dire, c'est tout simplement pt égale p, puisque là, la machine, elle sait que si je mets p, c'est le fameux point d'impact du calcul du shading. D'accord? Alors, je vais le mettre là. On verra tout à l'heure quelques explications là-dessus. Alors, maintenant, je peux rentrer mon corps de programme. Je vous rappelle, je rentre mes accolades d'abord pour être tranquille. Et là, je vais vous faire un petit rappel quand même de géométrie élémentaire. Si je prends un point, le point PT ici, si je prends un point, P, il est composé de, a priori, hein, je fais un brouillon, hein, là ce que je tape, ça n'a pas de sens au point de vue du programme. Ce que je fais, c'est un rappel théorique. Bon, pas théorique, c'est pas très compliqué. Si je prends un point P, il a 3 coordonnées, X, Y et Z. En mathématiques, ça s'appelle l'abscisse, l'ordonnée, Z, la cote. En informatique, bon, c'est un petit peu différent. C'est la première, deuxième et troisième élément d'un tableau qui est associé à P. Et ce tableau, il commence l'indice de ce tableau, c'est-à-dire ce qui va pointer chacun des éléments, il commence à 0, ensuite il va à 1, et il va à 2, il va à 3 s'il y en avait 4, et ainsi de suite. Mais là, il va de 0, 1, 2. D'accord? Donc, la première coordonnée, si je veux X, ça va être tout simplement PT de 0. D'accord? Donc, je vais dire if PT de... Alors, attention, c'est un tableau. Un tableau, pour le reconnaître à la différence des parenthèses, on met des crochets. Donc, PT crochet ouvert 0, donc de la première corde. Si je mets c'est pas bon. Voilà. Et par exemple inférieur ou égal à f, hein, qui est ma valeur de position. Alors c'est pas, vous voyez, on choisit en général des variables qui représentent un peu ce que ça signifie, parce que dans le corps, on ne sait pas trop ce que ça représente. Alors je vais modifier exprès. Hein, je vais faire pose X, sep, hein, position en X de la séparation, d'accord? Ce qui permet ici de récupérer une valeur un petit peu plus claire au niveau
de la sémantique, on peut dire, de ce que ça représente, et là, de faire CTRL-V, et je sais que PT de 1, et comme ça, je comprends un peu plus ce qui se passe. Et je vous rappelle que les conditions d'un if sont toujours entre parenthèses. Hein. Ça, c'est une erreur qu'on fait assez souvent. Donc, indentation, enfin, tabulation, pardon. Et là, eh ben, je vais mettre une couleur. Donc, je vais faire, je vous rappelle que moi, j'ai choisi arbitrairement de mettre une accolade au début, une accolade à la fin du paquet d'instructions qui correspond à la condition vraie. Ça permet de s'habituer. Donc, je vais dire le result égale, je vais prendre rouge par exemple, rouge, et là je mets point virgule à la fin, et je mets bien mon accolade de fin. Voilà, ça c'est pour la partie vraie. Donc pour la partie fausse, je dis else, je vais à la ligne, et je fais une parenthèse ouverte, result, une accolade vert, result égale vert, point virgule, et je vais fermer mon accolade. Pas besoin de mettre voilà. On a donc ici notre structure de if then else qui permet de trouver, selon la position du point P, le calcul que le shader doit faire. D'accord? Je ne sais pas pourquoi il m'a mis ça, clic. Bref. Voilà. Alors, maintenant, je vous rappelle, l'idée c'est, pour l'instant, on en est là, il nous faut un matériel de support. Donc, ici, on va prendre notre petit plan, et puis, dans le panneau des notes, on va faire New, et va apparaître le fameux principal BSDF. On va retirer parce que c'est un petit peu compliqué pour ce qu'on a fait. Shift A, Shader, Diffuse BSDF. Voilà. On va relier tout ça. On va poser un petit peu ça par ça, là. Là, puis on va voir, moment de vérité, on va mettre Shift A, j'inscris un autre script, je vais chercher mon, et j'ai pas fait d'erreur, je suis fort quand même, et je vais essayer de voir ce que cela donne. Ah oui, alors regardez, c'est bien précisément ce que je voulais, donc là je vais bien me mettre en view top pour que vous voyez bien, on voit théoriquement que ici le côté du petit carré est de 2 unités. Donc ici, ceci étant le centre du monde jusqu'au bord, j'ai une unité, et si je prends la moitié, j'ai 0,5, et je dis bien que si PT est inférieur à 0,5, j'ai du rouge, c'est bien ce que j'ai, et si PT est supérieur à 0,5, j'ai du vert. Alors maintenant, moment de vérité, je vais changer cette valeur-là. Regardez ce qui se passe. La ligne de séparation change. Et pour 0, bien sûr, je suis à l'origine du repère, j'ai la moitié gauche et la moitié droite. Donc on a réussi à peu près notre travail. On pourrait jouer sur les couleurs, bien sûr, on pourrait les changer. On va les laisser comme ça pour l'instant. Ça ne nous intéresse pas trop. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de réussir ça. Voilà. Alors, malgré tout, il y a un petit défaut. Lequel? Eh bien, on va le voir tout de suite. On va voir que ici, en déplaçant, ah oui, comment ça se fait ça? C'est relativement simple à comprendre. Ça veut dire que PT, enfin P, plus exactement, P est calculé par rapport au repère global. Et donc, forcément, ces coordonnées sont attachées au repère global, c'est-à-dire, on impacte certes sur l'objet, mais les coordonnées du point d'impact sont calculées par rapport au repère global, et non pas par rapport au repère de l'objet. Et donc, forcément, quand je déplace l'objet, les couleurs sont, en quelque sorte, attachées à l'espace qui entoure l'objet. Et donc, évidemment, je n'arrive pas à déplacer ces couleurs en même temps que l'objet. Alors, on va voir qu'on peut corriger ça. Donc, je vais faire CTRL-Z pour ramener ma figure à l'endroit de départ. Et vous allez voir la raison pour laquelle j'ai mis le fameux point P
ici en paramètre dans PT. Tout simplement parce que j'y ai accès ici. Et donc ça veut dire que je peux modifier celui-ci. Vous voyez, ils sont là les coordonnées. Hein. Les coordonnées du point P, je peux éventuellement les modifier. Enfin, pas le point P, mais la variable PT. Alors, je ne veux pas jouer avec ça, ça ne sert strictement à rien. Par contre, où ça va être intéressant, c'est de faire intervenir un node, ce que je connais, et que beaucoup de gens connaissent ici, puisqu'on est familiarisé un peu avec Blender, c'est les fameuses coordonnées UV qui sont ce qu'on appelle les coordonnées de projection de l'objet pour mettre une texture. Hein. Alors, comment ça marche? Eh ben, on prend l'objet, on le projette avec une certaine manière, et on obtient un couple de coordonnées U et V qui, en gros, varie U sur l'axe horizontal de l'objet. Hein. Oubliez l'axe général. Ici, U va de 0 à 1 et V va de 0 à 1. Ce sont les coordonnées projectives de l'objet, mais elles sont toujours comprises entre 0 et 1, quel que soit l'objet que je projette. Hein. Alors pour obtenir ça, eh ben, je vais d'abord aller ici en mode Edit et je vais déplier mon objet. Ça s'appelle l'unwrapper en anglais. Et, enfin non, c'est du franglais, c'est l'unwrapping. Mais unwrapper, on va faire du franglais, va prendre l'objet et le déplier, hein, le mettre à plat sur le plan. Bon, ici c'est un plan, c'est vachement simple, mais quand c'est un cube, c'est un peu plus compliqué. Un autre objet beaucoup plus compliqué. Mais là, un plan, ça va être simple. Il va le mettre à plat et il va recalculer ses coordonnées en 0 et 1. Il va les appeler U et V. Et ici, pour faire ça, bah, je me mets ici donc en mode Edit, hein, vous savez tous faire ça, et vous faites Unwrap. Voilà. Alors maintenant, comment je peux récupérer ces coordonnées? C'est-à-dire ici, je peux repasser en mode objet. Hein, c'est simplement un travail d'unwrapping, mais il fallait le faire pour pouvoir accéder à ces coordonnées. Et ben, je vais chercher un node, Shift A, qui s'appelle Input Texture Coordonnées. Hein. Ça veut dire qu'en gros, c'est les coordonnées d'une texture, une texture étant en gros hein, une image qu'on vient coller sur l'objet, mais pour ça il faut l'avoir unwrappé. À ce moment-là, on peut faire coïncider le plan de l'image avec le plan d'unwrappage, où a été unwrappé l'objet en question. Ici, le plan, ça va être ça. Et bien, regardez, dans les sorties, vous avez la sortie UV, c'est-à-dire les fameuses coordonnées dont je vous ai parlé. Alors, si je joins, si je force l'entrée ici de PT à... bon, ça me donne quelque chose d'oblique, c'est assez curieux. Ah non, mais je suis sur pause, pardon, excusez-moi. J'ai fait une bêtise. Si je force l'entrée à PT, j'ai que du vert. Oh, alors là, ben là, par contre, il y a une raison très simple, c'est que ma position de séparation étant 0, ben, pour U égale 0, parce que bon, maintenant X, hein, c'est U, ben, U égale 0, c'est là. Donc, avant, ben, il n'y a pas d'objet. Donc, évidemment, il ne peut pas y avoir de rouge. Donc, il faut que je déplace mon U par rapport, ici, si je mets 0,5, par exemple, 0,5, hein, 0,5, voilà. Voilà, je suis juste au milieu. Alors vous me direz, bah ouais, c'est tout à l'heure on avait ça. Hein. Oui, mais attention, là, ce qu'on a, c'est 0,5. Je vous signale que si je décroche ça, regardez ce que ça va faire. Vous voyez, c'est pas la même chose, parce que les coordonnées sont calculées ici par rapport, voilà 0, voilà 1, d'accord? Tandis que si je remets UV, ah oui, il faut que je le remette bien. Voilà. Là, c'est là où se situe le 0, et c'est là où se situe le 1. On a changé de coordonnées. Et là, il y a un double avantage. Tout à l'heure, je reviens à tout à l'heure, encore une fois, pour que vous voyez bien, je déplaçais, vous voyez, CTRL Z, je déplaçais, c'était pas lié à l'objet, là, je mets ici, regardez, au miracle, c'est lié à l'objet. D'accord? Voilà. En gros,
Ça s'appelle un petit peu étudier la géométrie et les couleurs. Hein, c'est le lien pour vous faire comprendre comment les shaders peuvent être attachés à la géométrie de l'objet. Bon alors, j'avais, donc on en était là, on avait notre petit script ici, le, le node associé que j'ai renommé ici GeoXcolor pour ne pas le perdre, et voilà, j'observe ce qui se passe, hein, je vous rappelle, je suis à 0,5, alors c'est surtout entre 0 et 1 ce qui est intéressant, parce que, vous voyez, j'ai une alternance moitié-moitié de deux couleurs. Ce que j'aimerais, c'est reproduire ça sur tout l'ensemble, et si possible, le faire varier, c'est-à-dire avoir une succession de rayures verticales régulières que je puisse régler avec un facteur. D'accord? Alors pour ça, eh bien, on va s'inspirer un petit peu de ce qu'on a fait, et puis on va modifier malgré tout assez profondément la structure du corps du shader. Alors pour ça, bon, on décroche ici, toc, déjà dans un premier temps, on met ça un petit peu en réserve là dans un coin. Et puis, je vais prendre le texte qui est ici, copie, hein, et je vais vous habituer aussi à travailler avec une base, mais en changeant de texte, donc je vais faire nouveau texte, je vais faire coller, paste, et puis tout de suite je vais y donner un nom, je vais appeler ruban, au pluriel, 01.osl, bien sûr. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais modifier? Alors, tout à l'heure, j'avais mis, je ne sais pas si vous savez, j'avais mis ça, ce fameux point pt égale p, je l'avais mis en entrée pour pouvoir y injecter les coordonnées UV. Là, comme mon objectif est un peu différent, on verra qu'on peut se débrouiller autrement pour attacher les couleurs à l'objet. Donc, on va prendre ce point p, ici, mais la variable pt, on va la mettre dans le corps du programme. Hein, et on va lui affecter la valeur de pt. Ça ne va pas changer grand chose, on va voir tout de suite. Donc je fais couper, cut. Alors évitons le piège classique, paste. Hein, ici, bon, moi je le cale bien sur le bord ici pour avoir le même alignement. Et le piège classique, c'est de laisser bien sûr la virgule. C'est un point virgule quand on passe dans cette zone-là. Donc là, je vais avoir le point pt qui intervient, mais dans le corps de mon programme. Et je vais pouvoir justement travailler un petit peu différemment. L'idée, hein, c'est, je vais regarder déjà un petit peu si ça change des choses. Je vais créer mon script un peu. Pour une fois, je vais travailler en alternatif. Je ne vais pas attendre à la fin d'avoir tout créé. Je vais créer Shift A, un script, un node script, et je vais aller chercher donc ruban. Voilà. Et je vais regarder un petit peu, vous voyez, pt a disparu dans le corps du node, pt n'est plus là, c'est-à-dire je peux plus injecter UV, mais c'est pas grave, c'est pas le but ici, et ma position de séparation n'a pas bougé, hein, j'ai mis 0,5 ici, je vais la garder pour l'instant, pour que vous compreniez un petit peu. Donc entre 0 et 1 j'ai du rouge, entre 0 et 0,5 j'ai du rouge, et entre 0,5 et 1 du rouge. J'aimerais bien reproduire ça, de l'autre côté par exemple. Comment faire? Alors évidemment, on pourrait le faire à la main, hein, 6 positions de machin, bon, c'est un peu trop compliqué. Mais pour aller un petit peu plus loin dans la manière de présenter les choses, je vais faire intervenir deux choses. Je vais d'abord changer ici un petit peu ma manière de présenter. Pour la bonne raison, c'est que j'aimerais bien pouvoir travailler sur pt de 0, c'est-à-dire sur l'abscisse. D'accord? Donc ce que je vais faire, je vais créer ici une variable qui s'appelle float, qui va être x, qui va être l'abscisse, et qui va désigner pt de 0. Voilà, point virgule. Et ici, je pourrais marquer x, c'est-à-dire ne pas changer, hein, en gros, ce qui se passe à l'intérieur de mon conditionnel. D'accord? Théoriquement, si je recompile, il y a une erreur. J'ai fait quelque chose qui ne plaît pas. Alors, qu'est-ce que... Ah bah oui, j'ai même pas besoin de... Là, j'ai tapé une barre au lieu d'une accolade.
d'un crochet, pardon. Voilà. Voilà. Oui, ça va mieux. Bon. Alors, donc X, c'est l'abscisse. Donc, c'est un réel sur lequel je peux faire des calculs. L'idée, ça va être d'abord de démultiplier ce fameux point P. Parce que ici, le point P, ben, il suit exactement la figure, hein, c'est-à-dire il est interne à cette figure-là, mais PT étant une variable qui est liée à P, je peux imaginer que je regarde ça avec une loupe grossissante, hein, qui va être un facteur multiplicatif de P, qui va me donner, si j'ose dire, beaucoup plus de P, de variation de P, si vous voulez, qu'il n'en est en réalité. Mais ce qui me permettra de jouer justement sur les rayures. Pour ça, je vais faire donc intervenir un coefficient float. Ça va peut-être s'éclaircir un petit peu par la suite si ce n'est pas clair pour l'instant. Je vais lui mettre à 1 pour l'instant, et l'utilisateur pourra justement modifier ces valeurs, et je vais tout simplement ici multiplier par loop. Alors, dans cette forme de programme, ça ne va pas changer, mais vous allez voir que dans la suite, ça va changer. Alors, je laisse de côté loop pour l'instant, on y reviendra. Mais on va s'attacher à ce qui se passe ici pour x. Alors x se déplace donc de 0 à 1. Quand il passe de 0 à 0,5, c'est du rouge, et ensuite c'est du vert. Alors on aimerait bien que avoir une fonction qui nous fait la même chose de l'autre côté. Alors pour ça, il y a une fonction assez intéressante qu'on appelle la fonction mode. Sa courbe représentative, voilà, je l'ai faite un petit peu pour vous expliquer. Entre 1 et moins 1, elle se répète comme ça. C'est-à-dire, vous voyez, à chaque fois qu'on passe une valeur entière, toc, il y a un saut et on refait le même travail sur les parties décimales. Puisque, en réalité, mode donne pour chaque valeur sur laquelle elle travaille, que ce soit un nombre de n'importe quel nombre décimal, elle va donner la partie décimale. Donc, tout se passe, il faut imaginer que je regarde simplement ce qui se passe entre 0 et 1. Et entre ce qui se passe entre 0 et 1, pour moi, ici, c'est un changement de couleur. Donc, a priori, si je mettais ici cette fameuse fonction mode, eh bien, on devrait avoir des effets assez intéressants. Alors, pour ça, je vais rajouter mode, parenthèse, alors ça s'écrit comme ça, on prend... Non, pardon, si je fais sur le point, ça risque pas de marcher. Je vais faire mode sur l'abscisse, mode de pt de 0, virgule 1.0. Là, ça va me rendre à chaque calcul la partie décimale, simplement. Donc c'est intéressant parce que, comme je sais ce qui se passe entre 0 et 1, théoriquement, elle devrait me reproduire ça à chaque fois que mon x, c'est-à-dire quand il va se balader là-dedans, eh bien, à chaque fois que x va passer d'un intervalle entre deux entiers à un autre intervalle, il va reproduire la même chose, c'est-à-dire il va faire des dents de scie. Donc, on va essayer de voir ce que ça donne. Je vais... Et ça devient intéressant. Vous voyez, j'ai reproduit ce que je faisais ici entre 0, entre moins 1 et 0. Et j'ai mes rainures. Et alors, allons voir, pardon, le patois qui remonte à la surface, les effets de loupe. Si j'augmente la loupe à 2, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Je multiplie les rayures par 2. Et si je mets à, je sais pas, à 5, par exemple, je multiplie mes rayures par 5. Et donc, j'ai rempli, en quelque sorte, mon contrat pour les petits rubans. J'ai réussi à faire une alternance de petits rubans simplement en utilisant cette petite fonction mode. Alors, on peut remarquer, petite chose amusante, ici, bon, je truque ici un petit peu pour vous montrer que ici j'ai travaillé sur l'axe des X, mais que si je change ici
la coordonnée que je ferai de PT en PT de 1, théoriquement, si j'essaye de prédire, je vais avoir le même phénomène, mais en l'horizontale. Alors regardons si c'est vrai. Je recompile, hein, puisque j'ai modifié le code là. Et voilà. Hein. Ah, mais ça me donne une idée. Ça serait intéressant de pouvoir composer les deux et puis avoir un quadrillage, par exemple. Bon, alors on va essayer de faire ça proprement. Donc, on va garder ruban. Hein, on va ici déconnecter. On va aller chercher un autre texte, mais on va se servir de celui-là. Donc, on va faire copier. On va faire nouveau. Et on va essayer quadrillage. Hein, quadrillage en utilisant cette fois les deux coordonnées. Pourquoi pas? Ça devrait marcher si on se débrouille bien. Alors, je recopie bêtement mon texte. Donc, paste. Voilà. Bon. Alors, bon, GeoX, c'est plus d'actualité. Je vais l'appeler quadrillage. Voilà. Puis je vais l'appeler quadrillage 01. On verra peut-être qu'on en fera d'autres. Bon, je garde ça, la loupe, tout ça c'est bon. Par contre, c'est là que ça va un petit peu changer. Parce que là, je vais avoir besoin, d'une part, bon, alors je corrige ce que j'avais fait, hein, la coordonnée en X, à l'abscisse, et puis je vais avoir besoin aussi de la coordonnée en Y. Donc ça, c'est copie. Bon, je fatigue pas trop, hein, des fois, on essaye de travailler au minimum, mais pour pouvoir faire les choses proprement. Donc j'ai mes deux coordonnées, mais maintenant j'ai qu'une condition, j'ai une condition sur une seule coordonnée. Alors pour ça, je vais vous apprendre aussi un petit peu quelque chose de nouveau. Je vais utiliser un entier. Alors les entiers, si on leur met dedans quelque chose qui est vrai ou faux, ça devient 0 ou 1. Hein. Et la machine comprend très bien. 1 c'est vrai, 0 c'est faux. D'accord? Bon, alors je vais appeler ça condition. Et je vais remplacer ici ma condition par une combinaison des deux de cette même condition sur X et sur Y. Donc je vais faire condition. Donc int, integer entier, je vais l'appeler condition, égale. Alors, elle est égale à, déjà, x inférieur à pose de cep, donc copie, CTRL V, paste, voilà. Et puis, je vais avoir la même chose avec un « et », puisqu'il faut que les deux soient vrais en même temps. Alors, le « et », c'est symbolisé par deux symboles paragraphes l'un à côté de l'autre. Et entre parenthèses, je vais faire « paste » et je vais remodifier. Cette fois, je vais mettre « y » et parenthèse, point virgule. Et là, je vais remplacer tout simplement par condition. Alors ce qu'il faut, c'est bien comprendre cette histoire de vrai ou faux qui est 0 ou 1. D'accord, c'est la même chose. Donc souvenez-vous, faux c'est 0, vrai c'est 1. Et donc si je fais ici ces deux conditions et je les mets là-dedans, avec un et entre les deux, il faut que les deux soient vrais pour que cette condition soit vraie. C'est-à-dire je récupère théoriquement un quadrillage. On va voir si c'est vrai. Alors je recompile. A priori, j'ai pas d'erreur. Instant de vérité. Je mets dessus et j'obtiens ceci. Ça, c'est pas très bon. Je devrais avoir... Ah bah oui. Non, mais si je prends pas le bon script, ça risque pas de marcher. Quadrillage. Et cette fois, je l'ai. D'accord? Donc, vous avez un quadrillage qui est... bon, elle n'est pas très très jolie, mais on peut augmenter un peu sa taille. Je suis loop 5, je peux mettre loop 2. Voilà. Alors, par contre, le seul inconvénient, c'est comme tout à l'heure. Regardez, si je déplace ici, mon quadrillage est lié à mon univers. Et non pas à l'objet.
Alors qu'est-ce que je peux faire? Alors vous me direz, bah, je pourrais remettre le point PT à l'intérieur, là, relié avec le point P. Non, 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 ça c'était une méthode, c'était pour vous montrer les choses, mais il en existe une autre un petit peu plus astucieuse, qui consiste à dire au moment où je saisis le point P, là, je voudrais qu'il le transforme dans les coordonnées de l'objet. D'accord? Donc je vais tout simplement lui dire transforme objet, object en anglais, virgule, P étoile loop. C'est-à-dire transforme les points que je fais, bon, ils sont multipliés par loop, mais imaginons que c'est simplement vrai, en leurs coordonnées globales, tu les mets en local par rapport à l'objet. Et à ce moment-là, au miracle, eh ben non. Ah ben j'ai pas recompilé, pardon, excusez-moi, il faut peut-être recompiler, oui. Voilà. Et à ce moment-là, voilà, c'est là, cette fois, ça marche. D'accord? Alors ça permet de centrer le quadrillage. On va faire CTRL Z pour se remettre en bonne position. CTRL Z. Voilà. On va, avant de déplacer l'objet, oui, oh, bon, je pourrais faire ça. Hein, je vais reprendre ça. Attendez, on va faire un petit bidouillage. Copie. C'est pas très joli ce que je fais, mais bon, c'est simplement pour vous montrer qu'on peut faire des tas d'essais. Hein. C'est intéressant aussi de voir comment on peut faire des essais. Past. Donc ici, je retire mon transform. Toc. Je vais vous montrer aussi une autre combine pour faire des essais. Voilà, j'ai deux instructions qui ne sont pas les mêmes. Celle-là, je voudrais... Alors, on pourrait l'effacer, mais il y a une autre combine qui consiste à la mettre en commentaire. Pour ça, ben, il suffit de faire 2 slash. Et à ce moment-là, vous voyez, la ligne qui est derrière est transformée en vert. C'est un commentaire, elle n'est plus prise en compte. C'est celle du dessus qui est prise en compte. Hein. Donc, je recompile. Erreur. Ah bah oui, point virgule. Hein, ça serait mieux avec le point virgule. Erreur. Voilà. Et là, bon, bah, je vais, comme mon quadrillage est centré sur l'univers, je m'arrange pour qu'il soit voilà, à peu près bien positionné par rapport à l'objet. Et puis là, je change, je fais ça. Toc. Je mets le slash slash ici. Et cette fois, quand je recompile, ah, bah, il s'est recompilé un petit peu en décalé, mais c'est pas grave. On pourrait régler les choses. Mais cette fois, hein, vous voyez, j'ai mon quadrillage qui est lié à l'objet. D'accord? C'est pas tout à fait... Je ne sais pas pourquoi il me le... Ah oui, il y a le facteur loop qui est un peu embêtant. Hein, peut-être. Peut-être qu'il ferait mieux, je ferais mieux de le mettre à l'extérieur. Je vais voir, je vais faire un essai. Je vais faire CTRL Z. CTRL Z. Voilà. Je vais voir si je mets le facteur loop. CTRL X. Ici, là, et je fais CTRL V pour le mettre à l'extérieur et je retire la parenthèse. On va voir si c'est peut-être mieux. Ouais, c'est plus propre. Hein. Il vaut mieux mettre le facteur loop. D'ailleurs, de toute façon, on fait toujours les transformations et ensuite on fait les images, hein, d'accord? Donc là, on peut refaire la petite manip que j'ai fait tout à l'heure pour voir si ça fonctionne, si mon idée était bonne. Bon, c'est un petit peu truandé, hein, mais bon, pour l'instant, on débute. Hein. Ah oui, j'ai pas recompilé. Voilà. Il faut recompiler. Je place à peu près où je veux. Voilà, je voudrais un beau quadrillage comme ça. Et donc là, je fais ceci. Je fais cela. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais ben ça, il veut pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Hein. On va laisser ça comme ça. Le but, c'est d'arriver à notre quadrillage, voyez. Et bien sûr, si j'augmente la loupe, si je vais à 10 par exemple, ben, vous voyez, j'ai
quadrillage beaucoup plus important, et ainsi de suite. Voilà une idée pour faire les quadrillages. Alors vous imaginez que ce sont des textures, hein, des textures artificielles, et que vous vous déplacez et vous les avez sur vos objets. C'est calculé, donc il n'y a pas de raccordement, ça se fait très bien. Voilà. Donc nous avions attaché la couleur, la répartition de la couleur à l'objet, avec cette fameuse instruction transform object, hein, ne pas oublier object, puisque ça lie le... Et ici, bon, j'avais un petit peu augmenté, c'était peut-être, je vais revenir à 5, peut-être c'est un petit peu plus visible, voilà. J'avais 5, c'est pas mal. Et puis la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si j'applique ça, parce que là, bon, je suis un objet 2D, hein, donc ça semble relativement simple. Qu'est-ce qui se passe si j'applique ça à un objet 3D? Tiens, ce serait curieux, on va voir. Alors on va faire la chose suivante, ben, on va déplacer notre plan, on va le mettre de côté, on va faire Shift S, curseur au center, c'est-à-dire à l'origine du monde. Shift A, je vais ajouter un cube. Puis je vais modifier un peu ici la vision que j'en ai, parce que bon, c'est pas, on voit pas trop ce qui se passe, et je déplacerai éventuellement là-haut. Bon. Voilà mon cube, et je vais lui appliquer le matériau que j'ai créé. Alors pour ça, bah, je vais tout simplement ici, et puis je cherche dans les matériaux, le matériau du plan, je vais l'appliquer au cube. Voilà, voilà ce que ça donne. Alors c'est pas mal hein, pour la vue de dessus, hein, puisque si on regarde en vue de dessus, c'est même ce qu'on avait tout à l'heure. Mais par contre, sur les côtés, évidemment, sur l'axe des Z, enfin si j'ose dire, il se passe un phénomène que bah, le calcul est fait uniquement sur X et Y. Alors, bah, ça me donne une idée ici, c'est pourquoi je ne ferai pas la même chose, c'est-à-dire je ne ferai pas le même calcul pour l'axe des axes, c'est-à-dire supposons que ici je modifie, je prends cette ligne là, je fais copie, je fais ici en dessous paste et je dis Z et pardon Z, c'était déjà la suite, Z, et je change ici en mettant PT de 2, c'est-à-dire la troisième coordonnée, si je veux dire, puisque je suis parti de 0. Et là, je vais calculer ma condition, mais cette fois, non pas uniquement par X, par Y, je vais rajouter la condition sur Z, donc paragraphe. Ah oui, si je ne mets pas la souris, toujours le même problème. Si je ne mets pas la souris en face le panneau, ça ne marche pas. Donc je vais un peu serrer pour qu'on puisse voir. Voilà, je vais aller chercher donc cette instruction là. Copie. Et ici, je vais faire CTRL Z, ou paste, et je vais ajouter Z. Ici. Hein? Donc je vais avoir une condition sur X, une condition sur X, une condition sur Y, et Z, et donc je devrais théoriquement avoir cette fois des petits carrés partout. Hein? Alors on va essayer, on recompile, et là, au miracle, effectivement, ça marche bien. Hein? On peut vérifier que nos petits carrés s'affichent sur toutes les faces. Donc on commence à travailler en 3D. Alors il y a même un truc un peu, disons, un peu drôle, c'est d'appliquer ça à un shader de volume. Ici, parce que Diffuse BSDF, c'est un shader de surface, c'est-à-dire qu'il agit, il renvoie uniquement à la surface, mais il existe aussi des shaders de volume. On peut aller voir d'ailleurs, ici dans les nodes, si je fais Shift A et que je regarde dans les shaders, en bas, j'ai, vous voyez, volume absorption, il y en a un autre, et volume
Scatter. Il y en a d'autres aussi, mais je vais prendre volume scatter parce que c'est le plus... Il est sous la souris. Hein. C'est scatter, ça veut dire diffusion. C'est-à-dire qu'il diffuse la lumière. On va tout de suite faire un essai pour qu'on voit. En fonction des coefficients qui sont là, c'est-à-dire la densité et l'anisotropie. Alors l'anisotropie, c'est la propagation dans toutes les directions des propriétés. On ne va pas y toucher. Des propriétés de la lumière. Hein. On ne va pas y toucher. Par contre, on touchera à la densité. Alors on va déjà voir comment fonctionne ce node. On va voir quels sont les effets sur un cube. Hein. Voilà. Alors je vais mettre. Alors cette fois, il faut faire sur l'entrée volume, et vous voyez que ici il y a une espèce de buée, hein, on pourrait appeler ça de brouillard, qui apparaît à la place du node. Et si j'augmente la densité, le brouillard devient plus ou moins intense, hein, selon le coefficient. Bon, l'anisotropie, c'est pas très visible, on voit pas trop, on comprend pas trop ce que ça fait. Donc on va le laisser ici à 0. Hein, je propose qu'on le laisse à 0 et qu'on n'y touche pas. Par contre, on va utiliser ce fameux facteur de densité. Alors, eh bien, on va faire quelque chose. D'abord, on va transformer nos couleurs, parce que ici, je suis en rouge et green, qui ne sont pas des couleurs très, très franches au niveau de l'existence ou la non-existence de couleurs. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir vraiment un truc tranché entre 1 et 0. C'est-à-dire que je vais mettre ici du blanc. C'est-à-dire, bon, en réalité, je devrais être à 0, 0 partout. Hein. 0, 0, 0. Pardon, du noir. 0, 0, 0. Et ici, je vais mettre du blanc, c'est-à-dire 1, 1, 1. J'ai un peu confondu les deux. Là, en voulant travailler sur les nombres et en même temps sur la cible, on fait des choses des fois un peu erronées. 1, 1. Voilà. Toc. Et là, j'ai fait je sais pas quoi. Bon, je vais arranger ça. 1 en alpha. Alpha, ça sert à rien pour nous. Hein. On va mettre donc ici. Bon, je vais faire à la main, sinon j'y arriverai pas. Voilà, blanc. Voilà. Et ici, noir. Donc je vais essayer de mettre ça au milieu. Voilà. Et descendre ici, noir. D'accord? Donc R devient blanc et G devient noir. Et maintenant, alors, si je regarde ce que ça donnait sur ma surface, ça n'a pas grand-chose changé, pas grand-chose, si ce n'est que le quadrillage est en noir et blanc. Hein. Voilà, hein, c'est pas, j'ai pas fait de miracle. Mais par contre, si maintenant je décide d'injecter ce shader dans le volume scatter et ensuite de mettre ça dans le volume, vous allez voir apparaître, alors ça c'est là que ça devient intéressant, peut-être faut-il que j'augmente ma loupe à 2. Voilà, regardez ce qui se passe. Eh bien, seulement les endroits où il y a du blanc sont concernés par le volume, et donc on voit des petits cubes, hein, c'est-à-dire que notre quadrillage s'effectue dans l'espace à 3 dimensions. Alors on peut même augmenter la densité, par exemple je vais mettre 7 pour voir. Voilà, si je mets 7, bon, c'est pas beaucoup plus visible, mais on voit nos petits cubes, d'accord?